Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, ça y est, épisode 100, putain, ça mère. Je vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est un épisode comme les autres. Pourquoi ? La routine, le grind, etc. Enfin, tout ça. Mais les milestones en cours de route sont importants à célébrer. Je suis très fier, en fait, d'avoir réussi à faire 100 épisodes sur un podcast. Selon moi, c'est difficile. Et je suis très content de réussir à faire des choses difficiles, à me le prouver et à continuer. C'est très épanouissant, très enrichissant. Je recommande les choses difficiles. Ça apprend des trucs et on se sent mieux après. On se sent plus confiant aussi. C'est bizarre. Je veux te remercier toi du coup qui m'écoute et qui a contribué à cela, que ce soit peut-être même par ce simple épisode-là, parce que c'est le premier que t'écoutes, mais c'est probable que ça ne soit pas le premier que t'écoutes et je te remercie énormément. Je suis super heureux de la communauté qui a été créée autour de ce podcast. Vous êtes des boss, ça fait très plaisir d'être entouré par des putains de boss. Moi, c'est ce que je veux dans la vie en tant qu'être humain. Être entouré par des gens qui sont stylés, qui me donnent envie de me pousser et à qui je peux le rendre autant que possible. Voilà, cet épisode numéro 100, il suit le numéro 98, dans le sens où ça va être un peu la suite de l'épisode 98, dans lequel je parlais des 10 commandements psychologiques de l'argent. Ça va être l'épisode qui suit celui-là, même si le titre sera certainement différent pour les dissocier un petit peu. Cet épisode est à nouveau basé sur ce livre que je montre, qui s'appelle The Psychology of Money par Morgan Housel. Je te mets le lien en description, je recommande ce livre, même si je suis un peu en train d'essayer d'en tirer la quintessence, on dira. Alors je fais de mon mieux, je n'ai peut-être pas la prétention d'y arriver dans ces podcasts, en résumant un petit peu les idées principales qui sont dedans, tout en ajoutant par-dessus mes anecdotes et mes expériences personnelles qui sont liées avec ces chapitres. Alors, dans cet épisode numéro 100, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui, putain ? Parce que j'essaie de faire des petits résumés d'épisodes au début maintenant, pour rendre le truc encore plus sympa et digeste et structuré si possible. Dans cet épisode, on va parler d'investissement financier. Je vais donner mon avis sur un bon raisonnement et ma hiérarchie personnelle à avoir pour investir son argent, parce qu'on se concentre plus sur l'argent dans ces épisodes, même si c'est très applicable à beaucoup d'autres choses, et je vais faire des parallèles bien sûr. On va parler des différences de comportement et de mentalité entre vouloir s'enrichir et vouloir le rester, une fois qu'on a réussi, c'est pas exactement la même chose. On va parler du fait qu'on peut perdre presque tout le temps, mais quand même gagner énormément. Petite nuance de langage subtile, mais très importante concrètement dans la réalité. Et en fonction du temps que l'épisode prendra, on va parler un peu de liberté, mais c'est franchement pas sûr qu'on y arrive parce que le programme est assez copieux, j'ai envie de dire. Si ça se trouve, je vais même aborder qu'un seul chapitre parce que le premier, c'est quand même le plus gros de tous. On va surtout parler investissement. Bref, on va voir, ça risque d'être assez long, mais on y va, rien ne presse. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà fait 100 épisodes, on va peut-être repartir pour 100 de plus. Donc, on a le time, jour après jour, semaine après semaine, tous les dimanches, nouvel épisode. Et on espère que ce podcast aura une vie encore longue. En tout cas, pour l'instant, si je m'en réfère à sa page Spotify, ce podcast vaut 5 étoiles sur 5. Donc, ça fait très plaisir de voir que 3000 personnes se sont mises d'accord à ce propos. Si tu veux en faire partie, c'est avec grand plaisir que je recueille ton suffrage. Avec un énorme plaisir. Merci. Je fais un petit disclaimer quand même. Pourquoi ? Je me sens obligé, parce que je parle de thunes et tout dans cet épisode. Les présentes informations contenues dans cet épisode ne constituent nullement des conseils en placement, ni des recommandations concernant des décisions d'investissement ou autres. C'est-à-dire que je ne suis pas un conseiller financier, ce n'est pas mon métier. Je te balance un peu des trucs comme ça, comme je les pense. Utilise ta logique, ta bonne conscience et ton bon discernement personnel. Entoure-toi de personnes compétentes et recueille des avis divers et variés avant d'investir ta thune, typiquement. Voilà, pour la version un peu moins formelle du disclaimer. Fais gaffe en investissant ta thune, les conseils que tu prends de qui ? Bref, pas obligatoire d'avoir écouté l'épisode 98 avant celui-ci, mais c'est quand même recommandé parce qu'ils sont complémentaires, ils sont sur la même thématique, et que certains commandements psychologiques se construisent un petit peu les uns sur les autres, notamment le tout premier, était assez important. Mais je vais résumer cet épisode-ci juste après, si jamais,
parce que ça fait quand même 2 semaines qu'il est sorti, pour ceux qui l'auraient quand même écouté. Ça va être très rapide, mais comme ça je peux reposer un petit peu le contexte. D'ailleurs, je précise que cet épisode, je l'enregistre genre 2 jours après la sortie du numéro 1. Là, on est le 23 mai, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc voilà, j'ai eu à peine 48 heures de feedback sur le premier épisode, qui a été très positif, merci. On a battu tous les records d'audience ever de ce podcast hier. Je viens de voir ça avant d'enregistrer. Très stylé, super content, forcément. C'est vraiment très très cool. Et j'ai eu encore aucun retour sur l'épisode 99 avec le Raptor qui est sorti du coup une semaine avant celui-ci. Parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je viens d'en terminer le montage. Il est très stylé et j'espère qu'il t'aura plu aussi. Voilà, on part sans plus tarder dans ces 10 commandements psychologiques de l'argent, la suite, la continuité. Pour résumer un tout petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, épisode numéro 98, j'ai d'abord posé un petit peu mon CV financier, histoire de poser un petit peu ce pourquoi je pense pouvoir ajouter un petit peu de valeur et être un minimum crédible là-dedans, même si ça reste très non prétentieux, je pense quand même. On a parlé du premier commandement qui était « Personne n'est fou », c'est-à-dire que l'historique des personnes influence énormément leur relation avec l'argent, que ce soit où et quand ils ont grandi, qui les a éduqués, quelle était la relation de l'argent des personnes qui les ont éduqués, ça va énormément influencer sa vision. Et ce qui peut sembler fou pour moi peut te sembler totalement normal pour toi quand on parle d'argent. Et c'est important de le comprendre et de le poser, notamment lorsqu'on commence à parler de ce genre de discussion. Commandement numéro 2, chance et risque. On a parlé de la chance, on a parlé du risque qui est lié à tout type de chance. Et le commandement numéro 3, on a parlé du jamais assez. Qu'est-ce que c'est que assez d'argent? À nouveau, c'est quelque chose de personnel qui va être formulé de par tout son vécu, notamment vis-à-vis de l'argent. Et c'est un point de vue psychologique qu'il est important, je pense, d'aborder vis-à-vis de soi-même, que ce soit par rapport à l'argent, mais ça peut évidemment s'appliquer à beaucoup d'autres choses dans la vie, parce qu'on peut toujours avoir l'impression qu'il nous en faut encore plus. Mais à quel moment est-ce qu'on en a assez? Est-ce possible d'en avoir assez? Sinon, pourquoi? Des questions intéressantes qu'on a abordées dans l'épisode précédent. Voilà, j'avais aussi balancé pas mal d'anecdotes personnelles sur moi-même dans cet épisode. J'ai parlé de la trottinette, j'ai parlé des myrtilles, j'ai parlé des t-shirts jaunes et des t-shirts bleus quand j'ai travaillé chez Ikea. Toutes ces anecdotes, qui ont plu d'après les retours positifs que j'ai eus depuis la sortie de cet épisode. Ça fait plaisir et on se lance tout de suite, sans plus de transition, dans le commandement numéro 4. Et celui-là, il va être coriace parce que j'y ai ajouté toute une partie qui n'a rien à voir avec le livre, comme tu vas voir. Numéro 4, confounding, compounding. C'est compliqué, c'est en anglais. Je l'ai traduit en exposer les intérêts cumulés. Et le sous-titre de ce chapitre, c'est Warren Buffett, un investisseur légendaire dont tu as peut-être entendu parler, a gagné 81 milliards de sa fortune sur les 84 milliards qu'il possède après ses 65 ans. Voilà, ça pose peut-être un tout petit peu le décor déjà. Le mec, en fait, a fait toute sa thune sur la fin de sa carrière d'investisseur. Pourquoi? Pour certaines raisons, et notamment celle dont on va parler dans cet épisode, dans ce chapitre, du coup. Alors, d'abord, par rapport un petit peu à ce chapitre, l'auteur nous parle au début, pour imaginer un petit peu la chose d'une autre façon, c'est un exemple que je trouvais assez intéressant, il nous parle des ères glaciaires sur la planète Terre. Parce que comme tu le sais peut-être, il y a eu plusieurs âges de glace où la planète était recouverte de glace, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié et découvert, qui se sont produits en fait à base d'une légère force gravitationnelle du Soleil et de la Lune vis-à-vis de la Terre, ce qui a créé en fait de très légers effet sur la direction de la Terre et son inclinaison par rapport au Soleil. C'est-à-dire que tu changes un tout petit peu, un microscopique inclinaison de la Terre par rapport au Soleil, et la planète Terre va prendre un tout petit peu plus de Soleil ou un tout petit peu moins. Et c'est exactement un petit peu ce qui aurait créé ces changements. Ça a créé des tout petits changements, par exemple des étés qui étaient un tout petit peu moins froids, ce qui fait que la neige de l'hiver, elle va un tout petit peu moins fondre, il va en rester encore un tout petit peu plus, sur laquelle cette neige qui reste
En fait, la neige reste beaucoup plus facilement si elle tombe sur un endroit où il y a déjà de la neige. Donc, vu qu'il y a un petit peu plus de neige, il y a un petit peu plus de neige qui va tenir pour l'été d'après, ce qui va favoriser que cette neige va rester de plus en plus longtemps. Tout ça pour qu'après un certain temps, soit plusieurs dizaines de milliers d'années de suite, qu'on s'entende, ça se fait pas d'une année à l'autre, on se retrouve avec une planète entièrement recouverte de glace. Et inversement, au bout d'un moment, quand le petit effet inverse va se produire, que l'été sera un tout petit peu plus long, eh bien la planète va devenir un tout petit peu plus réchauffée par le soleil, ce qui va fondre progressivement toute la glace. Sauf erreur, cela continue encore aujourd'hui, ça a été étudié, ça contribue aussi au réchauffement climatique, mais c'est certainement pas, je pense que l'activité humaine a sa part aussi, bref, on va certainement pas parler de ça dans cet épisode de podcast. Bref, des énormes changements grâce à deux seules choses. Un changement initial, aussi minuscule semble-t-il, et du temps qui passe. Le changement peut être minime, tant qu'il est là, si on lui donne assez de temps, le résultat peut être énorme. Tu connais peut-être un petit peu je sais pas ce que c'est, ce proverbe ou cet adage ou cette expression qui dit que les battements d'ailes d'un papillon ici peuvent provoquer un cyclone de l'autre côté de la planète. Je ne sais pas si c'est vrai scientifiquement, je te sors ça un peu de mes fesses, je reconnais. Je n'ai pas vérifié les sources, mais j'ai déjà entendu ça et je ne sais pas si c'est une expression et une image, une métaphore ou si c'est la vérité. Je ne vais pas vérifier, figure-toi, si ça t'intéresse. On ira tous les deux chercher sur Google juste après. Donc, ce à quoi on peut attribuer la richesse de Warren Buffett, ce sont ses compétences d'investisseur, bien évidemment, mais aussi et énormément le fait que ça fait plus de 75 ans, de 75 ans qu'il exerce ses bonnes compétences d'investisseur. L'auteur, ce cher Morgan Housel, montre avec un exemple chiffré, à nouveau les chiffres, je te les donne un peu comme lui les présente, que si Buffett, il avait juste, entre guillemets, investi de 30 à 60 ans, pendant ces 30 à 60 ans, sachant qu'il a commencé à 15 ans, tu vois, ou quelque chose du genre, ce qui est très considérable, d'investir bien son argent pendant 30 ans de suite, il n'y a déjà pas beaucoup de monde qui le fait, tu comprends. S'il avait juste fait ça entre ses 30 et 60 ans, avec les mêmes rendements que ceux qu'il a eus, donc en supposant que ses compétences soient égales, que les résultats soient influencés de la même façon, au lieu des 85 milliards de fortune qu'il a aujourd'hui, combien il en aurait aujourd'hui ? 12 millions. Donc le mec, 12 millions, c'est-à-dire à ses 60 ans, sauf erreur. Non, pas à ses 60 ans, à son âge actuel. Au lieu d'avoir 85 milliards, il aurait 12 millions. LOL. Alors ok, ça reste extrêmement stylé quand t'es dans tes vieux jours, avoir 12 millions de capital, normalement, tu peux t'en sortir un petit peu. C'est peut-être assez d'argent, à nouveau je mets des guillemets autour de assez parce que toi-même tu sais, mais ça reste 99,9% plus petit que ce qu'il a eu en étant actif dans le milieu 2,5 fois plus longtemps. C'est un fait. Ça reste quand même beaucoup moins d'argent, en fait. Quand tu parles de 1 millième, c'est que en fait, on est quand même sur un ordre de magnitude assez significatif. Je mélange le français et l'anglais, je suis désolé, c'est pas évident, sachant que je lis tous mes livres en anglais. Bref, le pouvoir de l'intérêt cumulé, on connaît, c'est connu, mais il faut pas oublier à quel point ça joue sur le succès de soi, mais aussi sur le succès de ceux qu'on observe et qu'on admire. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte au-delà des compétences qui sont nécessaires, parce qu'il faut un effet positif pour que ça se cumule sur le long terme. Se comparer soi-même avec quelqu'un qui est dans le game depuis 30 fois plus longtemps que soi, il y a quand même cet effet-là qu'il faut prendre en compte, en plus du fait que la personne a évidemment 30 ans d'expérience en plus dans son domaine, très certainement. Et c'est pour ça qu'une bonne stratégie sur la durée et une bonne dose de patience, c'est souvent la route vers la gloire. Mais c'est pas facile à tenir, en effet, toutes ces belles stratégies et cette belle patience, c'est pas toujours évident quand en fait on voit tous ceux autour de nous qui cherchent, pour certains, à maximiser à court terme leurs gains, ce qui est toujours faisable, en effet, en sacrifiant certaines choses, notamment en sacrifiant certaines choses qui ont beaucoup de valeur ou en sacrifiant
un résultat à long terme, on peut avoir plus à court terme. Voilà, personnellement, je suis quelqu'un d'assez axé long terme et je pense que c'est un trait ou quelque chose qui est cultivable et qui détermine aussi beaucoup de choses par rapport au succès, entre guillemets, de quelqu'un dans sa vie. Je pense que ça aide quand même pas mal. Bref, si tu t'améliores de 1% par jour, ça c'est un exemple qui a déjà été donné plusieurs fois, qui d'ailleurs est aussi tiré, peut-être souvent cité du livre Atomic Habits de James Clear, un livre très stylé que j'ai déjà survolé, résumé et sur lequel je me suis pas mal épanché dans un épisode sur les habitudes. Je me souviens plus exactement le numéro. Si tu t'améliores de 1% par jour, tous les jours, il y a peu de chances que tu vois la différence en fait quand même. Quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te dis « Bon, comment est-ce que je me sens au niveau de ma compétence par rapport à hier ?» Tu vas peut-être déceler quelque chose, mais c'est peut-être juste parce que tu sais que tu es censé déceler quelque chose, tu vois. Par contre, après 70 jours, tu vas doubler. Si tu prends plus 1% par jour, ça va te prendre 70 jours pour doubler et tu vas finir l'année à x37. Donc voilà, c'est un exemple, ok, il est bien joli, il est cool, c'est sympa de le donner, ça fait un effet waouh comme ça. Bon, voilà, est-ce que c'est très intéressant dans le fond? Je sais pas exactement, mais ça démontre que des petites choses, en fait, vont se... Et ça, c'est pas juste parce que tu fais plus 1% tous les jours et que ça s'additionne. Non, là, on parle d'un effet exponentiel. C'est là toute la puissance de l'effet cumulé. C'est pas parce qu'on fait plus 1 tous les jours. C'est parce qu'on fait plus 1% tous les jours, et tous les jours, on prend le 1% sur les intérêts du 1% de hier. C'est ça qui fait toute la différence. Pour imaginer un petit peu tout ça de façon plus parlante peut-être, et plus facile, si tu mets 100 balles aujourd'hui sur un compte en banque, que tu prends 1% par jour d'intérêt, et bien dans ce cas, on vient de le voir, tu fais plus 1% tous les jours, tu vas faire x37, ça veut dire que si tu mets 100 balles aujourd'hui avec plus 1% tous les jours et que tu laisses ta thune pendant une année sur ton compte, tu vas te finir avec 3700 € à peu près à la fin de l'année. Par contre, si on passe de la version exponentielle à la version linéaire, si par exemple tous les jours, tu gagnes 1 € d'intérêt en fait sur ton compte, tu vois. Donc si tous les jours ce 1 € que tu gagnes sur ton compte, tu le retires pour aller t'acheter une glace, par exemple, après une année, eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tous les jours, tu vas gagner 1 €, c'est-à-dire qu'après une année, tu vas te retrouver avec 465 € sur ton compte. Donc, en fait, si tu t'ôtes le pouvoir de l'effet cumulé, en gardant le même rendement, typiquement, tu vas te retrouver à la fin de l'année avec soit 3700 €, soit 465 €. Soit un dixième, à peu près, tu vas faire 10 fois moins dans cet exemple. Et en plus, tu risques d'avoir pris du poids, parce qu'une glace par jour pendant 365 ans, il va falloir quand même bouger un peu plus, toutes choses égales par ailleurs, pour que ça ne fasse pas une différence potentiellement néfaste à ce niveau-là aussi. Alors j'ai pris l'exemple de la glace, ça pourrait être un truc un peu plus rentable. Voilà, après une glace, c'est tout à fait rentable, suivant comment on la voit. Bref, c'est le pouvoir de gagner des intérêts sur les intérêts qu'on a cumulés et qui est si puissant. Et ceci est exponentiel, justement, ce qui est plus difficile à conceptualiser pour notre cerveau quand même qu'une relation linéaire, qu'une courbe, une ligne droite qui monte. C'est beaucoup plus facile de calculer instinctivement dans sa tête, ok, j'en serai où dans 10 jours, que quand c'est une courbe exponentielle, qui est une courbe, du coup, qui n'est pas une ligne, qui monte de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et c'est là tout le pouvoir de cela, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue dans la vie. Justement, quelque chose qui est tiré de ce livre sur les habitudes de James Clear, c'est que c'est quelque chose qu'il a dit, sauf erreur, dans son livre, que les habitudes sont les intérêts cumulés du développement personnel, quelque chose du genre. Dans le sens où, justement, une bonne habitude que tu entretiens tous les jours, tu vas pouvoir capitaliser avec ces bonnes habitudes sur les intérêts que tu as gagnés grâce à ces bonnes habitudes dans le passé. Et c'est pour ça que ton développement de toi, généralement, notamment quand tu le mets à la puissance grâce à des habitudes, il va être exponentiel. Tu vois, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'améliores un petit peu
Comment trouver un bon exemple. Et je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir un bon exemple parce qu'on comprend bien que à partir du moment où tu as un certain capital de, je sais pas, de compétences, de confiance, même d'argent typiquement, de moyens, eh bien tu vas pouvoir avoir des rendements beaucoup plus grands pour chaque action que tu fais que si tu ne les avais pas, parce que tu n'as peut-être pas les contacts, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas le capital à nouveau, même si c'est pas l'exemple que je voulais choisir. Bref, pour en revenir à ce que l'auteur raconte dans le livre, ce qui résume un petit peu la fin du chapitre, enfin j'ai sauté pas mal de trucs, mais il y a beaucoup d'exemples en fait dans beaucoup de ces chapitres. Le but de l'investissement, c'est pas de toucher les plus gros rendements. Et là, on parle aussi d'investissement financier, évidemment. C'est pas de toucher les plus gros rendements, notamment parce que ces plus gros rendements sont souvent, par définition, ponctuels. C'est-à-dire qu'on peut pas les maintenir. C'est des opportunités de fou qui se présentent de temps en temps. Et t'as une grosse opportunité de rendement. Par exemple, il faut vite investir dans un truc qui va pouvoir te donner un gros rendement, par exemple. Mais c'est souvent assez ponctuel, du coup, c'est souvent assez unique et c'est assez impossible à maintenir dans le temps. Le but, plutôt, de l'investissement, d'après ce que nous dit l'auteur, c'est que c'est plutôt de trouver des rendements qui sont corrects, mais qui sont moins élevés, mais qu'on va pouvoir répéter pendant la plus longue période possible. C'est parfois bien de se contenter d'un petit peu moins que ce qu'on pourrait éventuellement avoir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que d'autant plus si c'est quelque chose qui est soutenable, sur lequel on peut se projeter, sur lequel on peut se dire « Ok, il y a quand même plus de chances, parce que rien n'est certain d'un point de vue de l'argent, mais il y a quand même plus de chances que dans 30 ans, je suis toujours dans le game en adoptant ce genre de stratégie un tout petit peu plus conservative, mais plutôt que cette stratégie peut-être beaucoup plus agressive où, à nouveau, à court terme, on pourra gagner plus, mais il vaut mieux pouvoir jouer très longtemps au jeu si on veut pouvoir gagner, notamment dans un jeu infini. Les jeux infinis, très belle image, très beau concept que j'aime beaucoup, duquel j'ai déjà parlé dans ce podcast, notamment dans un épisode qui s'appelle « Comment gagner au jeu de la vie ». Je crois bien que c'est dans cet épisode que je parle du concept du jeu infini, concept que j'aime beaucoup. Voilà, pour un petit peu ce chapitre. Là, je voulais insérer justement un segment à cet épisode un petit peu plus personnel, on dira, à propos de l'investissement, qui est plutôt né de mes expériences, mes réflexions, on dira. Et je pense pas que ce soit des choses très controversées non plus ce que je vais dire, mais je précise que ça, c'est pas mentionné dans le livre si jamais. Par contre, j'en profite pour le placer ici parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour parler justement peut-être d'investissement un petit peu plus concret, de conseils. Alors, je n'oserais pas dire que ce sont des conseils, mais c'est un peu les trucs que j'ai décidé d'appliquer, à nouveau, voilà. Je peux te donner un exemple. Par exemple, si tu as 1000 balles, des exemples un peu plus concrets, si tu as 1000 balles aujourd'hui à investir, j'allais dire à dépenser. Alors si tu as 1000 balles, tu peux choisir de les dépenser, choisir de les investir. On peut éventuellement ne pas toujours se mettre d'accord sur ces deux définitions. Il y a des investissements pour quelqu'un qui n'en seront pas pour d'autres, possiblement. Mais voilà, si tu as 1000 balles, encore plus si tu es assez jeune et sans trop de responsabilités, alors investir cet argent en toi est certainement le move le plus rentable. Et là, je vais développer un petit peu autour de tout ça. T'as 1000 balles, qu'est-ce que tu peux faire avec 1000 balles aujourd'hui ? Eh ben, tu sais ce que tu peux faire, tu peux t'acheter une bonne grosse table VIP en boîte de nuit, la meilleure boîte de nuit de ta ville, s'il y en a. Tu poses tes 1000 balles, tu prends une table, tu prends des thés, t'invites tous tes potes. Les gars, il y a vodka Red Bull à volonté pour tout le monde, c'est moi qui régale. Pourquoi ? Parce que je suis un beau gosse qui a beaucoup d'argent. En tout cas, avant d'aller poser ta thune pour acheter la table, t'étais un beau gosse avec beaucoup d'argent. Une fois que t'as posé la thune, j'espère que t'es toujours un beau gosse, mais t'as plus de thune. Donc, ça marche pas comme ça, en fait. Donc, plutôt que de faire ça pour avoir un semblant boost de statut devant tes potes, ce qui peut fonctionner, clairement. Être le mec qui paye des tables aux autres, c'est stylé, tout dépend de ton point de référence. C'est pas nécessairement pas stylé, mais c'est peut-être pas le choix le plus judicieux en termes d'investissement de son argent. C'est une grosse dépense, c'est un mauvais investissement. En tout cas, c'est pas ma solution préférée. Ce que tu peux faire à la place avec ces 1000 balles,
tu peux les investir par exemple dans un fonds d'investissement, un ETF, par exemple, un truc assez diversifié, assez équilibré, parce qu'un fonds d'investissement, c'est quelque chose qui va être indexé sur plein de choses, suivant le fonds que tu choisis. C'est pas juste une action où, par exemple, tu investis dans Tesla ou dans Apple, et là, il y a que Tesla ou Apple qui va influencer ta thune. Bah là, tu achètes un seul truc, mais ce truc est basé sur tout un ensemble de titres, que ce soit des actions, des obligations, dans différents domaines. C'est à ça que servent les fonds d'investissement, c'est que ça t'évite à toi d'aller acheter une petite partie d'Apple, une petite partie d'obligations d'État, une petite partie d'immobilier. Tu peux acheter un seul truc, c'est pratique, et c'est pour ça que tu payes des frais, parce qu'il y a des gens qui s'occupent de manager ces fonds. Bref, ça c'était la parenthèse financière. Si tu investis tes 1000 balles dans un fonds, à la place d'une table VIP par exemple, qui serait assez diversifié, mettons que si tout se passe bien, tu vas toucher 6% de rendement sur l'année. Honnêtement, 6%, aujourd'hui, c'est pas dégueulasse comme rendement annuel. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu vas poser tes 1000 balles au début de l'année, et à la fin de l'année, tu vas finir avec 1060 € sur ton compte. C'est-à-dire qu'en une année, tu auras gagné 60 balles. C'est bien, c'est pas bien, je te laisse en juger. Mais là où mon argumentaire va se poser, c'est qu'à nouveau, sous les conditions un petit peu plus évidentes du fait que peut-être tu n'as pas des masses de responsabilités, que tu n'as pas des masses d'argent, parce que ça change aussi, et que tu n'as pas que tu es assez jeune et que tu as du temps, justement, pour avoir un horizon de temps cumulable, pour que cet effet cumulé puisse en plus porter ses fruits, eh bien, tu peux investir cet argent autrement. J'ai envie de proposer d'autres options que de les mettre dans la bourse ou de les mettre dans une table de boîte de nuit. Je sais pas, cet exemple me fait marrer parce que je m'imagine... En fait, quand je parle de cet exemple, je m'imagine, je sais pas pourquoi, je m'imagine sur une table en boîte de nuit, dans une boîte de nuit à Lausanne, à côté de chez moi, sur une des tables dans le fond, et moi je suis debout sur la table, hein, parce qu'en fait c'est moi qui ai payé la table, donc c'est moi le beau gosse, tu vois. Je suis sur la table et j'ai l'énorme magnum de vodka dans ma main comme ça, avec un bucket rempli d'ice, de glace et de putain de Red Bull. Et évidemment, j'ai tous des potes autour, il y a des meufs bonnes autour de moi. Non, parce qu'évidemment, je suis désolé de le dire, je suis en soirée, je paye 1000 balles pour une table, j'espère qu'il y a des meufs. Et évidemment, quand je dis meufs bonnes, c'est très résumé pour dire il y a des filles qui m'intéressent beaucoup physiquement qui sont autour de cette table. Alors ça c'est une illusion complètement illusoire parce que je ne suis absolument pas intéressé par ça, ni par je ne suis plus à la recherche d'une fille particulière car j'en ai trouvé une qui est très très bien. Mais je peux pas m'empêcher de penser à moi avec un espèce de vieux costard aussi. Parce que je sais pas pourquoi, j'aurais l'impression que si je paye une table, il faut que j'ai un vieux costard. Mais c'est le genre de costard, en fait, cheap, tu vois. Parce que vu que j'ai mis toute ma thune dans une table de boîte de nuit, bah, j'avais plus de thune pour m'acheter un costard à ma taille, etc. Parce que moi, si je veux avoir un costard, il faut que je le fasse sur mesure. Sinon, je vais jamais rentrer dedans. Bref, et je m'imagine en train de secouer mon... Comme si c'était une bouteille de champagne. Mais en fait, évidemment, c'est pas une... Comme si là, ouais, je suis trop fort, j'ai payé une table et tout. Je sais pas pourquoi je trouvais ça, j'ai cette image, j'ai eu envie de la partager, et il y a évidemment aucun mal à acheter des tables, à payer des tables en boîte de nuit, mais c'est quand même le premier exemple qui m'est venu, comme quoi est-ce que c'est toujours la meilleure solution pour la personne qui fait ça? Parfois oui, si t'as beaucoup de thunes, t'as des potes, t'as envie de les mettre bien, t'as envie de passer une bonne soirée, ça peut être sûrement très stylé, mais c'est pas la norme. Bref. Fin de cet exemple, je vais proposer des solutions alternatives d'investissement. Tu peux, par exemple, hein, comme ça, soit dit au passage, investir cet argent dans l'augmentation de tes propres compétences. Tu peux acheter, par exemple, un exemple, alors c'est un exemple vite fait, tu peux, par exemple, acheter un bon micro, un abonnement à un logiciel de montage et une formation sur la création de contenu pour tenter de lancer ta chaîne YouTube et de faire croître cette chaîne un maximum d'ici la fin de l'année. Et là, alors t'auras peut-être même pas 1000 balles à mettre si ça se trouve, parce que là on parle de prendre des risques, hein, évidemment. Si ça se trouve, tu peux gagner bien plus que 60 balles. Si ça se trouve, tu peux gagner 0, tu peux tout perdre aussi. Et c'est là qu'on parle de chance et de risque, mais justement on va creuser encore un petit peu le truc. Tu peux aussi, avec ces 1000 balles, tu peux très bien engager un coach sportif privé qui va te suivre pendant tes entraînements et peut-être même pendant ton alimentation.
pendant, je sais pas, ça dépend des tarifs, pendant 3 à 12 mois, en fonction des tarifs du coach peut-être, j'en sais rien, et maximiser tes chances d'exploser tes objectifs sportifs. Tu vas gagner en force, on espère bien, si ça marche suffisamment. Tu vas gagner en force, tu vas gagner en muscle, tu vas gagner en vitalité, tu vas gagner en énergie, tu vas gagner en humeur positive, tu vas gagner en confiance en toi, tu vas peut-être même gagner en sex appeal, qui sait, comme ça toutes les meufs autour de la table, elles auront encore une meilleure raison. Tu maximiseras tes chances de concrétiser à tous les niveaux. Et qui sait ce que tout ça peut avoir comme impact, par exemple, dans ton job ou dans ton quotidien. Et par exemple, dans ton travail, si tu as ce coach, tu as investi dans ce coach sportif, tu vas avoir tous ces effets extrêmement stylés sur ta vie, parce que tu sais, toi-même tu sais, si tu fais du sport, qu'on regrette assez rarement en fait. Et si ça se trouve, grâce à tout cela, ce boost de confiance, ce boost de je ne sais quoi, tu vas peut-être mieux négocier ta prochaine promotion, ton prochain emploi. Tu vas peut-être plus être considéré pour la promotion du prochain poste de cadre ou je ne sais quoi parmi tous tes collègues. Si ça se trouve, ça va être un investissement, un rendement financier extrêmement stylé et bien plus lucratif que les moins 1000 balles de soirée ou les plus 60 balles de fonds d'investissement. Autre exemple, pour une fraction de ces 1000 €, tu peux acheter un programme et des équipements sur ericflag.com. Ça, c'est pour le côté sportif dont on a déjà bien vanté tous les bienfaits, tu comprends. Et ça, c'est pas beaucoup. Puis tu peux mettre ensuite 200 balles, tu mets 200 balles dans des livres et le reste de la thune que tu as, par exemple, tu le mets dans des petites habitudes d'une alimentation de meilleure qualité, par exemple. Ça, c'est de l'investissement en soi qui a énormément de chances, j'en suis convaincu, de rapporter plus que les 60 € de la bourse. Sans parler des 1000 balles de la boîte. Les 1000 balles de la boîte, qu'est-ce qui te rapporte? Bah peut-être que, j'espère pour toi, que tu vas être sincèrement plus respecté par tes potes mecs, parce que c'est franchement pas garanti, et que tu vas ramener une meuf chez toi ce soir. Et là, à nouveau, je donne l'exemple pour les mecs, évidemment. Je pense que c'est quand même plus un truc qu'on voit les mecs faire que de flamber dans des grosses tables à 1000 balles. Voilà, c'est peut-être pas le cas, tu me diras, il y a sûrement des filles qui font ça. Je pense que c'est quand même un petit peu moins souvent le cas. Bref, j'en profite pour remercier du coup toutes celles et ceux qui vont sur ericflag.com pour soutenir leur propre progrès sportif et leur travail vers ce qui a de l'importance à leurs yeux, tout comme mon travail et ce qui a de l'importance au mien par la même occasion. Ça fait méga plaisir. ericflag.com, c'est comme ça que ça fait vivre également ce podcast. Et surtout, c'est un échange de valeurs qui me semble très raisonnable. Si tu as un petit peu d'argent à investir, un programme, c'est pas très cher. Il y a 6 mois de programme à suivre. C'est moi dans les vidéos de A à Z pendant des heures de contenu qui te dit « Salut, on est sur le terrain. Je suis sur le terrain de street. Je m'entraîne avec toi. Littéralement, je te montre. Ok, vas-y, on fait ça comme ça. Comme ci, comme ça. Ah, tu faisais comme ça? Non, c'est pas comme ça. Je te conseille de le faire comme ci. » Et le programme est évolutif et avance au fur et à mesure des mois qui passent. Et non seulement tu vas gagner en force, en muscle et en confiance en toi, mais en plus, tu vas apprendre à faire des trucs stylés. Par exemple, tenir sur les mains. Je suis désolé, ça peut sembler con, mais tenir sur les mains, je trouve que c'est une magnifique image de ce qui a de l'importance pour moi dans ma vie, typiquement. Tenir sur les mains, faire un beau handstand, c'est une preuve de conscience de son corps dans l'espace, c'est une preuve de force, c'est une preuve d'équilibre, du bon équilibre, de réussir à contrebalancer, parce qu'un handstand, c'est constamment, tu contrebalances sur tes mains, c'est des micro-ajustements constants pour rester en équilibre. On n'est jamais vraiment en équilibre, on se bat constamment contre le déséquilibre. Ça demande de la force, de l'entraînement, de la technique, parfois même de la souplesse. Bref, c'est extrêmement stylé de savoir tenir sur les mains, je recommande. Est-ce que ça vaut plus que 60 €? Moi, je pense que oui. Après, chacun son avis. Donc bref, bien sûr, la théorie de l'intérêt financier cumulé est très stylée, mais à nouveau, ça veut certainement pas dire que la meilleure stratégie, c'est pour autant d'investir ton argent dans des obligations d'État qui vont te rapporter un rendement positif, garanti. Donc, imaginons, la plupart du temps, des obligations d'État, c'est l'État qui te prête de la thune, ou c'est l'inverse, oui,
attends, c'est quoi? Non, c'est toi qui prêtes de la thune aux États, typiquement. Ils ont quasiment aucune chance de ne pas pouvoir te rendre la thune que tu as prêtée, parce que les États, en fait, ils en impriment des thunes quand ils en ont plus assez, tu comprends? Donc, ils sont quasiment certains de pouvoir te rembourser, et tu es certain de toucher ton 1% garanti sans risque. Mais est-ce que c'est la meilleure strat d'être sûr d'obtenir 1%? Oui, tu vas bénéficier de l'intérêt cumulé quand tu chopes du 1%. Et on a vu que 1%, ça peut faire du x37 après 365 itérations. Quand les itérations sont annuelles, c'est chaud, hein, investir son argent et attendre 365 ans pour faire fois 37. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. C'est très important de considérer ces options, notamment qui sont toujours très liées à son profil d'investisseur, en quelque sorte, qui est à nouveau un terme du jargon de la finance, que j'ai appris notamment aussi dans mes cours, et aussi parce que j'ai déterminé le mien pour investir mon argent sur le marché aussi. Et déterminer son profil d'investisseur, c'est sa capacité à pouvoir prendre des risques, à pouvoir perdre de l'argent à court terme, à avoir beaucoup de volatilité, à avoir envie de prendre différents risques, d'investir dans différents secteurs, aussi en fonction de la période dans laquelle on est. Est-ce qu'on se prépare pour la retraite? Est-ce qu'on est jeune, on n'a aucune responsabilité, on n'a aucune chance de finir à la rue parce qu'on a quand même des parents et qu'on peut prendre plus de risques parce que personne ne dépend de nous à part nous-mêmes? À nouveau, en fonction de notre situation personnelle, de notre relation, de notre historique et de notre éducation vis-à-vis de l'argent et du risque, par exemple, on va avoir des profils différents qui peut être intéressant d'évaluer, que ce soit seul, avec le genre d'informations que je te donne là, qui peuvent faire naître des réflexions sur « Ah oui, c'est vrai, c'est pas con, moi c'est vrai que je pourrais prendre un petit peu plus de risques parce que qu'est-ce que je risque au final ?» Ou alors « Ah bah putain, j'ai quand même 2 enfants, j'ai un crédit hypothécaire à rembourser tous les mois, je peux pas me permettre de faire des dingueries avec ma thune. » À nouveau, les situations de chacun. Personnellement, j'ai commencé sur YouTube, quand j'ai commencé sur YouTube il y a 5-6 ans, en gros, j'avais juste mes économies de mon job, hein, typiquement les thunes que j'avais fait chez Ikea, ce dont j'ai parlé dans l'épisode 98, ces thunes-là que j'avais mises de côté, l'argent que j'ai reçu ponctuellement de la part de mes parents, hein, que ce soit mon budget mensuel sur lequel j'arrivais à économiser, que ce soit ce que je recevais de mes parents ou de mes grands-parents à mon anniversaire ou à Noël, parce que ça, je n'avais pas précisé, mais voilà, comme beaucoup de gens, je pense, comme beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir été dans cette situation, en tout cas, à mon anniversaire et à Noël, bah, je recevais un petit billet de ma grand-mère, tu comprends? Tu comprends peut-être que tu peux t'apparenter. Donc ça, c'était des petits bonus que je pouvais mettre de côté aussi, si je voulais. Heureusement et malheureusement, lors de mon activité sur les réseaux sociaux, le début, j'avais pas besoin de tant d'argent que ça pour commencer. Et là, je vais m'expliquer un petit peu. Heureusement, j'avais pas beaucoup besoin d'argent, parce que bah, j'en avais pas des millions. Par contre, il y avait une question de temps à investir, surtout plus que d'argent, dans la création et dans l'apprentissage de toutes ces nouvelles compétences dont je ne connaissais absolument rien. Donc ma mentalité initiale et mon attrait rapide pour le fait d'investir mon temps sans compter, ça a beaucoup aidé. J'avais pas de problème à investir de mon temps, en contrepartie du fait que c'est un milieu pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour commencer, mine de rien. La plupart du temps, il faut un smartphone, de l'envie et beaucoup de temps. Et un petit budget de 100 balles pour acheter un micro, c'est pas dégueulasse non plus, et ça va très très loin. Mais une fois que tu as mis 500 balles, tu as déjà gagné quasiment tout ce que tu as gagné en jetant de l'argent dedans au début, sauf quand tu pars dans des échelles très grandes où le rendement initial ne t'importe peu. Malheureusement, c'était un milieu dans lequel j'ai pas eu beaucoup besoin d'argent. Pourquoi ? Est-ce que c'est malheureux ? C'est parce que j'ai été peu habitué, en conséquence, à investir rapidement de mon argent pour mon expansion. En fait, j'étais tellement concentré sur le fait il faut que je mette des heures, et oui, il fallait vraiment que je mette des heures, que je me suis déconcentré sur le fait si je mets un peu de thune, ou si je mets un peu la thune, plus rapidement la thune que je gagne dedans, eh bien, en fait, ça va beaucoup m'aider, ça va économiser l'efficience, ça va augmenter l'efficience des heures que je mets dedans et le rendement pour chaque heure. Alors j'ai acheté des nouveaux ordis, j'ai acheté des écrans externes au bout d'un moment, j'ai acheté des nouvelles caméras, mais j'aurais pu et j'aurais dû probablement, d'un point de vue purement rentabilité en tout cas, ou expansion et croissance, j'aurais dû le faire plus tôt, idéalement
je pense, avant que ça lag à mort sur mes ordis, le montage. Je me souviens, le premier ordi que j'ai acheté, c'était après ma deuxième vidéo. Alors celui-là, je l'ai quand même acheté assez rapidement. Pourquoi ? Parce que c'était impossible. C'était impossible de faire du montage vidéo sur cette vieille daubasse d'ordi que je me traînais depuis des années, qui n'était absolument pas fait pour ça. Il était tout juste bon à faire tourner World of Warcraft. Et encore, je galérais de ouf aussi. Je me souviens pour jouer à WoW dessus. C'est une autre histoire, l'histoire des jeux vidéo, j'en parlerai dans un prochain épisode probablement. Mais j'avais repris WoW avec mon premier ordinateur personnel que j'ai eu quand je suis arrivé à l'Uni. Hein. Moi, j'ai pas eu d'ordinateur à moi avant de commencer l'université. D'ordinateur portable, typiquement. On avait un seul ordi pour toute la famille jusqu'à ce que je sois à l'Uni. Et quand est-ce que je suis arrivé à l'Uni ? Ouais, quand même 18-19 ans. Mais c'est un autre temps, j'ai envie de dire, c'était il y a 14 ans, les ordis étaient moins omniprésents aussi, tout comme les smartphones d'ailleurs, ce qui n'existait pas encore à l'époque. Aujourd'hui, ça serait sûrement différent. Mais tout ça pour dire que, en fait, il fallait vraiment que ça bug de fou pour que j'achète un nouvel ordi. Et des nouveaux ordis, en 5 ans, j'en ai acheté 2 ou 3. Et même aujourd'hui, quand je monte ces putains de podcasts, parce que là, je l'ai fait en 4K récemment, ça me prend un peu une plombe d'exporter la vidéo, alors qu'avec un bon ordi central que je pourrais mettre dans mon bureau, eh bien, ça irait sûrement un peu plus vite. Même aujourd'hui. Mais bon, après, je rationalise ça de différentes façons. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas envie de flamber 6000 balles dans un gros ordi juste pour économiser 2 heures d'export enfin, tu vois. Bref. Tout ça pour dire que j'aurais pu faire ça un petit peu plus tôt. J'aurais pu me faire aider plus rapidement et plus efficacement au niveau du montage des vidéos. Également, j'ai appris à tout faire tout seul dès le début, à être entièrement indépendant et à résoudre mes problèmes en y investissant de mon temps et de ma personne. Moi, j'avais cette mentalité. Il y a un problème ? Pas de problème, je m'en charge. C'est pour moi. Laissez-le-moi, les gars. Je vais taper dedans, je vais foncer dedans la tête baissée. Je vais l'exploser, ce problème. Parce que j'ai aucun problème à taper avec ma tête contre un mur pendant des heures. Pendant des heures. Sauf que, en fait, tu peux dépenser un peu d'argent pour acheter un marteau. Et puis là, ça sera un petit peu plus agréable de taper dans le mur. Et si je veux, évidemment, de façon très évidente et facile, augmenter encore cette image, tu peux acheter un putain de boulet de démolition. Et là, un petit coup dans le mur et c'est terminado. Donc, voilà, c'est juste pour faire une image qui n'est pas complètement... qui ne reflète pas parfaitement la réalité. Évidemment que j'étais pas en train de me taper la tête contre un mur alors que j'aurais pu acheter un putain de marteau-piqueur de façon assez évidente. Je suis quand même quelqu'un d'un minimum intelligent. Mais j'ai été coincé un petit peu dans cette mentalité de « Ah ok, y a un problème, il suffit de mettre plus d'heures ». C'est aussi pour ça que je me suis retrouvé à travailler 14 heures par jour pendant les premiers mois, notamment le premier été, quelques mois, 6 mois après le début de ma chaîne. Et c'est très bien, moi je suis très content d'être capable de travailler 14 heures par jour quand il le faut, parce que c'est pas bon pour la santé, hein, j'ai remarqué aussi, si jamais petite note, c'est pas bon pour la santé, c'est très efficace à court terme, mais à nouveau, ayant depuis mûri un petit peu sur ma façon de vivre ma vie et de travailler aussi, j'espère, c'est peut-être pas la meilleure façon, en fait c'est un gros rendement initial, mais tu ne profites pas de l'effet cumulé très longtemps si tu burn out après 2 ans. Et on en revient à ce qu'on a parlé juste avant. C'est important, il vaut mieux avoir un petit peu moins de rendement. Et avoir un peu moins de rendement, ça peut être, en fait, si je travaille plus efficacement, ou si j'investis mon argent pour aider mon travail, eh bien peut-être qu'en 8 heures, je peux travailler autant, accomplir autant que pendant 14 heures avant. Bref, je tourne un peu en rond là-dedans, mais c'est pour montrer c'est aussi pour montrer un exemple... de trucs que je pense que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux, clairement. J'aurais dû être un petit peu moins, peut-être même un petit peu moins attaché à mon argent, hein, d'une certaine façon. Peut-être que j'avais un peu de mal à dépenser de l'argent. Aussi parce que je savais que très souvent, je pouvais réussir à faire ce que je voulais sans dépenser de l'argent. C'est juste que c'est une très mauvaise... mentalité d'entrepreneur, en tout cas, lorsque tu cherches à croître de façon raisonnable. Ça ne veut pas dire chercher à avoir la plus grosse croissance, parce que souvent, on part dans la course à la plus grosse croissance à court terme pour faire plaisir aux actionnaires au prochain quarter, donc tous les 3 mois. Par contre, on ne se projette peut-être pas dans 10 ans sur le côté soutenable du système dans lequel on s'est mis. Bref, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Et au-delà d'investir en moi et en mes projets, j'ai plus récemment commencé aussi à investir, plus récemment dans le grand espace des choses, à investir en bourse
typiquement, et dans l'immobilier aussi, parce que je possède mon appartement, l'appartement dans lequel je vis, je l'ai acheté. C'est un investissement à énormément de niveaux, mais ça, j'en parlerai probablement dans un prochain chapitre. Je ferai le parallèle peut-être, et j'ai une petite anecdote aussi, je crois que je peux raconter à ce propos. J'en parlerai dans un prochain chapitre, donc peut-être dans un prochain épisode. Mais en ce qui concerne la bourse, j'ai investi aussi parce que j'avais de l'argent qui commençait à s'accumuler, qui était inutilisé et non réinvesti en moi ou dans mes business. Mais c'était quand même un bon moment après avoir priorisé l'investissement en moi, que j'ai réalisé, bon, ok, j'ai investi en moi, je mange bien maintenant, j'achète ce que je veux pour manger, comme j'en ai parlé dans l'épisode 98. Et au bout d'un moment, si tu as la chance d'avoir un excédent de revenus, qui ne fait pas vraiment de sens de réinvestir en toi là tout de suite, mais peut-être à placer pour le futur, eh bien ça peut être encore plus intéressant du coup d'aller chercher un fonds d'investissement sur lequel tu toucheras tes 2 à 10% annuels, par exemple. Donc voilà, alors moi je précise, je ne suis pas du tout passionné de finance. Et oui, j'ai fait mes études en finance, j'ai eu un master, j'ai eu des bonnes notes et tout. Pourtant, alors ce serait très très réducteur de dire que je m'en bats les couilles parce que c'est pas vrai. Par contre, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas par exemple, je suis à l'opposé du day trader. Par exemple, le day trader, un trader, comme on peut le voir, on dira, ou un day trader, c'est quelqu'un qui va en fait spéculer concrètement. C'est-à-dire que tu vas essayer, un day trader, il va investir le matin jusqu'au soir dans le but de faire un profit sur la journée en achetant quand c'est moins cher et en revendant quand c'est plus cher, typiquement pour faire un profit sur la différence. Il n'y a pas vraiment... Selon moi, il n'y a pas vraiment de création de valeur là-dedans. Ça m'intéresse pas du tout de faire ça parce que c'est un peu le casino, quoi. Quand tu gagnes, c'est que quelqu'un d'autre perd. Bon, ok, je comprends bien la nature de la nature qui veut que souvent quand on gagne, quelqu'un d'autre perd, même si c'est pas toujours le cas partout. Mais ouais, enfin bref, ça m'intéresse absolument pas. J'ai pas du tout envie de suivre le marché au jour le jour pour voir si j'ai fait plus 0,2% ou si en fait j'ai perdu 5%. Je ne veux pas me tenir au courant de l'actualité parce que moi, je veux créer des trucs, je veux créer de la valeur, d'autant plus que mon temps a beaucoup plus de valeur aujourd'hui dans la création de quelque chose plutôt que dans beaucoup d'autres trucs. Et surtout, on en parlera plus dans le commandement numéro 7, mais je n'ai pas envie en fait de faire... Enfin, j'ai une certaine possibilité de prioriser les choses que j'ai envie de faire plutôt que les choses qui peut-être rapporteraient le plus d'argent aussi. Et ça, j'en suis assez content. Tout ça pour dire que l'argent que j'ai investi en bourse, c'est à long terme. Quand j'ai mis de l'argent là-dedans, c'était plutôt, ok, je vois ça comme étant quelque chose à très long terme, plutôt que ça perde sa valeur en fait sur un compte bancaire. Eh bien, je mets ça dans la bourse parce que je compte pas en avoir besoin dans 2 semaines. En fait, je compte en avoir besoin, je ne sais pas. Quand j'en aurai besoin, pour un gros projet professionnel ou pour un gros projet personnel aussi, on ne sait jamais. Fonder une famille, faire construire une baraque, j'en sais rien. Ça peut demander un certain budget. Et donc, j'ai posé cet argent-là pour ne plus vraiment avoir à y penser parce que voilà. Et je me suis fait conseiller notamment pour tout cela parce que j'avais pas envie de prendre le temps de chercher toutes les spécificités, d'apprendre toutes les spécificités moi-même. Donc, c'est pour ça que je suis allé me faire conseiller par des professionnels pour mes investissements en bourse, ce que je pourrais te conseiller de faire en plus, peut-être, de te faire conseiller par je ne sais qui, par exemple quelqu'un sur YouTube, ou différentes personnes sur YouTube, comme ça se fait quand même beaucoup. Des chaînes YouTube et du contenu et du podcast aussi de finance, qui est sûrement extrêmement intéressant aussi. Mais bon, ça c'est secondaire à mon avis, notamment lorsqu'on est plus jeune, comme la plupart des gens qui écoutent ce podcast. Je pense que là, on va revoir une certaine hiérarchie. Je vais peut-être même terminer ce chapitre par une certaine hiérarchie de l'investissement, selon moi. À nouveau, je pose ça là, ça vaut ce que ça vaut. Je te laisse te faire ton avis sur la valeur de tout ça et de si ça te semble pertinent. Mais je pense qu'il faut d'abord voir l'intérêt de se créer un parachute financier. C'est quelque chose dont tu as peut-être déjà entendu parler dans certaines vidéos de finance. C'est quelque chose de très important, en fait, je pense. À nouveau, ça va dépendre de chacun. Mais un parachute financier, ça veut dire, par exemple, des économies qui te permettent de t'en sortir 3 à 6 mois
au moins, après c'est à toi de voir à quel point tu es averse au risque, et donc si tu as envie d'avoir 12 mois de parachute par exemple, au cas où il y aurait un problème et qu'il y aurait par exemple plus de rentrée d'argent. Et ça, c'est en fonction des risques que tu entreprends et évidemment, après, évidemment, de combien ça te coûte, par exemple, de maintenir ton style de vie actuel si c'est ce que tu voulais pouvoir faire en cas de problème. Ça permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit, d'avoir une certaine sécurité, évidemment, financière et à tous les niveaux, parce que on va pas se mentir, il faut de la thune pour vivre dans cette société. Et ce montant va évidemment, enfin le montant total, mensuel, on dira, pour résumer ça, le montant mensuel va dépendre de tes calculs par rapport à ton propre style de vie et de combien d'argent tu as besoin pour t'en sortir. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut que tu puisses maintenir ton style de vie, parce que par exemple, tu perds ton taf, peut-être que tu vas déménager dans un endroit où le loyer est moins cher et que donc ton parachute peut être plus bas, mais là, il faut accepter certains sacrifices sur ton style de vie actuel. Mais voilà, ce parachute dépend aussi des risques que tu prends. Si le pire scénario pour toi, c'est de rester ou de retourner sur le canapé de tes parents et de te faire nourrir et loger gratuitement là-bas, dans ce cas de figure, une fois que tu es nourri et logé chez tes parents, normalement, t'as pas besoin d'avoir un parachute énorme, tu vois, parce que c'est quand même le plus gros des dépenses, c'est les dépenses vitales, c'est le premier truc sur lequel c'est difficile de lésiner. Et donc, tu n'auras peut-être pas vraiment besoin de beaucoup d'argent pour tenir 6 mois, et donc tu n'as peut-être pas besoin d'un gros parachute ou d'un parachute tout court, même si ça peut toujours servir quand même. À l'opposé, si tu peux compter que sur toi et que d'autres personnes comptent sur toi pour se loger ou se nourrir, alors là, il va falloir faire des calculs précis parce que tu auras moins le droit à l'erreur et il va falloir prendre de la marge. Ça semble assez évident. Ça, c'est la première étape que je pourrais recommander. Après, ces fondations qui sont importantes de sécurité, investir en soi, c'est là où les rendements sont souvent les meilleurs. Encore plus au plus jeune on est et au moins de responsabilités on a et au plus de risques on peut se permettre de prendre. Investir en soi, j'ai envie de dire un conseil bateau sur j'allais dire sur l'investissement financier, mais sur beaucoup de choses entre la vingtaine et la trentaine, c'est que c'est souvent le meilleur moment pour prendre des risques. On va pas se mentir, c'est peut-être pas donné à tout le monde, on est bien d'accord, on fait tous avec les cartes qu'on a au départ. Mais à un moment donné, on a reçu des cartes, qu'est-ce qu'on en fait? On les joue pas, on décide de ne pas jouer au jeu. Le problème, c'est que le jeu joue quand même sans nous la plupart du temps, même quand on décide de se retirer. Donc voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux prendre des risques. C'est à ce moment-là que si on prend des risques entre 20 et 30 ans, par exemple, hein, évidemment, c'est juste pour m'amuser à essayer de contraindre ça dans un espace-temps dans lequel c'est peut-être le plus pertinent, c'est à ce moment-là que tu vas le plus te permettre d'éventuellement te mettre dans une situation dans laquelle ensuite tu vas pouvoir taper 50, 60 ans d'intérêt cumulé dessus. Pourquoi ? Parce que tu seras en train de les accumuler sur quelque chose que tu auras déjà commencé à bâtir raisonnablement depuis que tu es jeune, concrètement. On l'a vu, on en revient un petit peu à ce chapitre. Plus tu commences jeune, plus tu commences tôt et plus tu joues longtemps. C'est pas plus tu commences jeune, c'est plus tu joues longtemps. Et ça aide quand tu commences jeune. Plus tu vas pouvoir bénéficier des putains d'intérêts cumulés qui sont tellement stylés et qui travaillent pour toi ensuite toute ta vie. Entretenir une bonne relation sportive et un bon régime alimentaire et une bonne hygiène de vie plus jeune dans ta vie, ça va te permettre de juste capitaliser dessus pendant beaucoup plus longtemps et pendant beaucoup plus de belles occasions de la vie, quoi. Enfin bref, c'est un petit peu bateau ce que je dis, mais c'est très important. Enfin, pour moi, c'est extrêmement important et évidemment, plus je prends de l'âge, c'est un peu bizarre de dire ça parce que je ne suis pas vieux, mais plus je grandis, plus je deviens un adulte, plus je deviens sage et plus et encore plus j'ai une optique axée durée, longévité. J'ai envie d'être le grand-père en forme en fait. Par exemple, pour résumer ça de façon simple, j'ai envie d'être un grand-père stylé. J'ai envie d'être un grand-père en forme qui puisse aller faire des randonnées toute la journée avec mes petits-enfants. Et ça se construit le plus tôt. On commence éventuellement à avoir ça en tête.
le plus de chances on met de son côté pour y arriver. Après, évidemment, il faut être dans une situation dans laquelle on peut se permettre de se projeter à 50 ans plus loin. C'est mon cas, j'en suis content. Donc évidemment, je le fais. Bref. Et investir en soi, je précise, ça peut vouloir dire investir en soi comme on l'a vu, mais ça peut aussi vouloir dire investir dans une activité secondaire, dans un business, dans quelque chose où il y a un risque rendement élevé, c'est-à-dire tu vas peut-être prendre beaucoup de risques, mais généralement, quand tu choisis bien ce que tu fais, les choses qui ont beaucoup de risques, généralement, on va vouloir qu'elles aient un gros rendement potentiel aussi. Ça peut être dans lancer un business, par exemple, parce que c'est l'exemple le plus facile à donner quand on est jeune aussi, notamment d'un point de vue de l'argent. Et enfin, une fois qu'on a notre parachute, qu'on a investi en soi de façon raisonnable, et ça peut durer toute la vie, hein, parfois, d'investir en soi. Bon, ça dépend. Ça dépend. Après, il faut investir en... Ouais. Après, il y a la famille qui peut entrer en compte. Bref, je vais pas entrer dans une tangente à ce niveau-là, mais voilà, ça peut prendre un certain temps. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on se compare aux autres par rapport à cette hiérarchie aussi. C'est ma hiérarchie personnelle, on dira. Une fois qu'on a investi en soi, eh bien, quand on a de la marge, investir à moyen, long terme dans des actifs financiers, par exemple, comme la bourse, et y investir du coup l'excédent d'argent qu'on peut se permettre d'investir, notamment lorsqu'on vise à moyen long terme, c'est une bonne idée, parce que évidemment garder de l'argent sur un compte bancaire inutilisé qui ne rapporte rien, eh bien ça coûte de l'argent, car avec l'inflation, tous les ans, la thune qui reste le même montant sur ton compte bancaire qui ne rapporte rien parce que les taux d'intérêt sont ridicules, eh bien avec cet argent, tu peux acheter de moins en moins de trucs parce que le prix des trucs augmente. Voilà, ça s'appelle l'inflation. Ça s'appelle l'inflation, mais je crois que tout le monde est assez au courant de ce que c'est l'inflation parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. Bref. Par exemple, je peux donner un exemple d'investissement en plus qui est assez populaire, qui a été beaucoup popularisé ces dernières années, avec lequel j'ai une petite expérience quand même, c'est les crypto-monnaies. On en a beaucoup entendu parler, c'est devenu l'investissement stylé pour les jeunes. Beaucoup de jeunes, entre autres, hein, évidemment, se sont intéressés à ça, parce que la crypto a quand même plus percé la jeunosphère. Oh putain, je suis vraiment un gros boomer quand j'invente des termes comme ça. Non mais moi-même j'en faisais partie. Hein. Moi-même je me suis les premières thunes que j'ai investies sur le marché, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'était dans des cryptos en 2018. Avant même d'investir sur le marché de la bourse, j'ai été happé et aspiré dans cette frénésie de crypto, dans la ruée vers l'or de la crypto, et j'ai investi au pire moment. J'ai spéculé. J'ai acheté de la crypto au pire moment, c'est-à-dire lorsque c'était tout en haut, comme un bon mec qui s'est fait baiser derrière sa thune. J'en parlerai plus tard, je crois que j'avais prévu de parler vite fait de ça dans un prochain chapitre, de ma petite expérience avec la crypto et comment j'ai perdu un peu d'argent dedans. Pas énormément, et c'était pendant ma période YouTube. C'était à un moment donné, j'ai failli dérailler un petit peu, enfin j'ai déraillé un tout petit peu, où au lieu de travailler sur faire plus de vidéos, j'ai commencé à aller sur des forums pour investir dans des nouvelles cryptos, enfin bref, dans le dernier shitcoin à la mode, pour être le premier à perdre ma thune dedans. Peut-être que malheureusement tu peux t'apparenter, mais je sais un petit peu ce que c'est, j'ai perdu un petit peu d'argent là-dedans. Bref, les cryptos, pour moi, à nouveau, c'est pas vraiment de l'investissement aujourd'hui, c'est plutôt de la spéculation. Ça veut dire que c'est un peu plus du pari que de l'investissement. C'est très souvent utilisé de façon similaire à acheter un billet de loto, en quelque sorte, à la différence du mécanisme qui est beaucoup plus amusant en fait, hein, notamment ça monte, ça descend, etc. Mais ça reste un peu un pari. La plupart des gens aujourd'hui, notamment les personnes plus jeunes, je pense, ont été attirés par la crypto-monnaie, pas pour investir sa thune de façon intelligente, mais pour gagner de l'argent rapidement. Parce que c'est souvent les promesses qu'on entend aussi crier sur Internet par les gens qui gagnent le plus d'argent, généralement en essayant d'apprendre aux autres comment gagner de l'argent. Si je puis me permettre de mentionner que c'est plus souvent comme ça que ces gens deviennent riches que grâce à ce qu'ils enseignent. Pas toujours le cas évidemment. Généralement ils ont une base quand même de tunas amassées grâce à leurs compétences, et ensuite c'est grâce par exemple à la vente de formation qu'ils en font encore plus. Bref, c'est pas vraiment le sujet. Mais voilà, à nouveau chacun son historique et sa relation avec l'argent, mais c'est très important aujourd'hui, j'en profite pour faire de la prévention un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que moi-même, je me suis fait un petit peu avoir, j'ai l'impression quand même.
de bien prendre cela, de ne pas prendre cela à la légère, de bien réaliser les risques, malgré toutes les vidéos, tous les conseils qu'on te voit, qu'on te balance, qui sont en fait des gens qui capitalisent notamment sur ton envie et l'envie omniprésente de vouloir gagner vite, maintenant, rapidement, à court terme. Double ta thune en 3 semaines grâce à cette nouvelle crypto. Ça, c'est probablement le titre de certaines vidéos YouTube. J'aurais tendance à remettre en question le bon investissement de notre temps et de notre argent dans ce genre de stratégie, notamment lorsqu'on a du temps et de l'argent et de l'énergie et qu'on est encore plus jeune, encore plus. Je trouve que la technologie de la blockchain est très stylée, hein, je vais pas mentir. Je me suis renseigné un peu, je trouve qu'elle a de beaux jours devant elle et je n'ai aucune crédibilité quand je dis ça. Hein, voilà. Là, c'est vraiment Eric, pseudo mec qui donne des conseils. Enfin, je vais pas dévaloriser ce que je dis, je donne juste mon avis, mais il faut pas boire tout ce que je dis. C'est juste que je pose mon avis, je n'y connais pas grand-chose hein, dans le fond. Je veux pas à nouveau me cracher dessus, mais je veux quand même remettre les choses en l'état. Et je pense justement que certaines personnes qui donnent des conseils pourraient aussi se descendre elles-mêmes un petit peu de temps en temps. Voilà, la technologie est très stylée, mais la volatilité et le risque sont tellement élevés dans ce milieu que je considérerais investir dans les cryptos que lorsqu'on a déjà un capital à investir, alors déjà en dehors de soi-même, comme je l'ai mentionné. Et dans ce cas de figure, mieux vaut diversifier fortement son portefeuille. Ça, c'est le genre de choses qu'on nous apprend en finance. C'est bien connu, quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, si tu te pètes la gueule avec ton panier, tu vas exploser tous tes œufs. Par contre, si toi, tu prends un panier avec 3 œufs, tu demandes à ton pote Jerry de prendre un panier avec 4 œufs et t'en donnes aussi à ta meuf pour qu'elle en garde sur elle au cas où il y a une couille, eh bien, si toi, tu te pètes la gueule, t'as quand même perdu qu'un tiers de tes œufs. Voilà, c'était la belle image du jour. Merci, au revoir. C'était Eric Flag, conseiller en finance. Bref, il vaut mieux diversifier son portefeuille, pour reprendre des termes de finance, avec par exemple une partie de ce capital que tu peux te permettre d'investir. Tu le mets en bourse, une partie, donc en bourse, ça peut être dans des actions, qui est un actif généralement plus volatile et qui a plus de rendement mais plus de risques également, plus de fluctuations, dans des actions, dans des obligations qui sont, comme on l'a vu, souvent quelque chose de plus garanti avec un rendement moins élevé, mais un risque moins élevé aussi. On peut en mettre en partie dans l'immobilier, pourquoi pas, ou dans des actifs boursiers qui sont indexés sur l'immobilier, parce qu'on ne peut pas tous acheter un appartement, typiquement, pas tout de suite en tout cas, et pourquoi pas aussi une partie de son argent dans les cryptos, etc., etc. Bien sûr, tout ça, ça va dépendre de ton aversion au risque, de si tu es prêt à perdre 30% de ton capital en quelques jours. Typiquement, si tu investis tout dans une seule crypto, alors là, c'est probablement un des actifs les plus volatiles dans lequel tu peux, enfin après, toutes les cryptos, peut-être pas, peut-être le Bitcoin est probablement moins volatile au jour d'aujourd'hui que une nouvelle crypto qui vient de sortir et que 12 influenceurs sur Twitter sont payés pour promouvoir au début. Bref, ton profil d'investisseur, sans vouloir re-rentrer dans mes cours de finance, va jouer, et ça peut être important de le déterminer. Ça, tu peux le faire tout seul, tu peux le faire en étant accompagné, par exemple, par des professionnels, des mecs qui bossent dans des banques, hein, par exemple, ou dans des assurances, des conseillers en investissement. J'ai été en voir pour investir ma thune dans la bourse. Et on a fait mon petit profil, et moi je savais exactement ce que je voulais, c'est-à-dire, les gars, regardez-moi, je suis jeune, je suis encore très jeune, je suis confiant. Moi, par exemple, ça n'implique que moi, à nouveau, ce n'est pas un conseil, c'est évidemment très propre à ma propre situation. Je suis parti dans une stratégie très, très volatile, mais avec un potentiel de rendement élevé. Moi, je ne suis pas averse au risque. Je ne vais pas le dire, je suis moins averse au risque que la moyenne. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Il faut quand même oser un petit peu prendre des risques et être d'accord d'en prendre. Moi, j'aime bien prendre des risques, prendre des risques dans une certaine mesure. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec mes investissements, c'est-à-dire que j'ai investi beaucoup plus en actions que en obligations ou en cash. J'ai pas gardé beaucoup de cash. Le cash, ça peut être intéressant d'en garder. Par exemple, à titre d'exemple, dans mon portefeuille actuel, j'ai 2% de cash. Voilà. Je vais pas te donner tous mes trucs parce que j'ai pas envie je vais pas te donner mes pourcentages parce que j'ai pas envie de donner de conseils à ce niveau-là qui ne regardent que moi, ma situation, mon capital, mes objectifs, ma projection, etc. Il faut bien se faire, il faut bien se renseigner, bien se faire aider pour investir son argent. Mais par contre, t'as pas vraiment besoin d'aller te faire rendre.
tout ça, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse pas, parce que j'ai l'impression qu'on a vite fait le tour. On a vite fait le tour d'investir ses thunes, c'est pour ça que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Parce que, en fait, il y a souvent même pas vraiment lieu d'être. C'est au lieu de réfléchir à quelle crypto je vais pouvoir acheter pour tripler ma thune. Bon, à nouveau, je te parle au travers de mon prisme à moi. Il faut le remettre dans le contexte que j'ai ma propre relation avec l'argent, etc., etc. Donc, au travers de ce prisme, pour moi, ça fait pas de sens, en fait, de me dire que je vais aller investir dans des cryptos, même si je me suis fait avoir aussi, plutôt que d'investir dans des trucs concrets, plutôt que de commencer par réaliser que oui, ça semble beaucoup plus difficile et beaucoup moins immédiat et beaucoup plus chiant que d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine, plutôt que de chercher la nouvelle crypto à la mode, dans le genre investir mon temps et investir je ne sais quoi, 30 € par mois dans un abonnement pour une salle. Ça fait 100% du sens. Pour moi, investir dans mon alimentation avant ma voiture, ça faisait 100% de sens très rapidement. Après, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de rationnel aussi, enfin de rationnel, peut-être plus rationnel que la moyenne. Je suis quelqu'un d'assez carré à ce niveau-là. Et j'aime penser que ça ne m'a pas desservi. En tout cas, ça ne m'a pas empêché de faire de l'argent, même si ce n'était pas la première priorité de ma vie. Bref. Fin de cette longue parenthèse, ce long segment qui ne faisait pas vraiment partie du livre. C'est peut-être plus un chapitre ou un épisode, parce qu'on est à quoi ? Ah oui, d'accord, on est à plus d'1 heure déjà, tranquille. Ok, en fait, quand je disais que j'allais peut-être faire qu'un seul chapitre, je crois que cette théorie, cette hypothèse vient de se concrétiser. Je ne suis pas sûr que je vais aborder la suite de ces chapitres maintenant. Par contre, je me dis que si ça me prend... non, parce que là, il était vraiment long celui-là, de par cette parenthèse. Si ça me prend 1h10 de faire un chapitre, en fait, autant créer un nouveau podcast dédié à l'argent, sur lequel je fais 10 épisodes et ensuite le podcast est terminé. Fin du podcast, les gars, c'est terminé. Bref. Pour moi, il n'y a pas énormément de choses à raconter quand on n'est pas intéressé par l'actualité financière, hein, typiquement. C'est pour ça que je vais en fait packager tout ça dans cet épisode-là. C'est ma vision aussi, mélangée évidemment avec ce livre. Hein. On a parlé d'intérêt composé, on a parlé d'investissement. Je rappelle, ces conseils d'investissement ne sont pas des conseils d'investissement, c'est juste un peu comment moi je réfléchis. Je te recommande fortement de remettre cela en question, de le voir au travers de ton propre prisme et de ta propre relation avec l'argent notamment. Est-ce que ça fait du sens pour toi ? Est-ce que ça ne fait pas du sens pour toi ? Je pense donner assez de disclaimers à ce niveau-là. Mais tu m'excuseras d'en refaire un, parce que là on parle d'argent, c'est quelque chose d'important. Je n'aime pas du tout le fait de pouvoir jouer avec l'argent des gens, et c'est aussi pour ça que j'ai pas l'intention de faire une chaîne sur les conseils financiers. Ma seule motivation, ce serait de faire des thunes, parce que c'est bien connu typiquement que les chaînes YouTube qui parlent d'argent gagnent énormément d'argent grâce aux publicités YouTube et grâce peut-être même à la vente de certains services et formations derrière. Voilà, utilise de ton sens critique, de ton bon sens aussi, de ta logique, de la diversité des opinions que tu peux trouver avant de faire des décisions importantes, financières ou non, dans ta vie, et discute-en avec toi-même. C'est très important d'en discuter premièrement aussi avec soi. Et j'espère éventuellement que tu auras pu trouver quelque chose dans cet épisode. Voilà, donc en attendant le prochain épisode, je te recommande de mettre 5 étoiles sur ce podcast si jamais tu le trouves stylé, sur Spotify et sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, il y a beaucoup moins de notes, c'est dommage, mais je comprends, c'est moins populaire que Spotify, mais ça fait toujours très plaisir. ericflac.com pour tes besoins en équipement et en programme de sport, si tu veux investir en toi littéralement. Je pense que la formation, hein, j'ai parlé des vendeurs de formation. Je ne veux certainement pas faire d'amalgame avec qui que ce soit, parce que l'écrasante majorité des vendeurs de formation, qui est un terme un peu péjoratif malheureusement, en fait te vendent de la valeur, te vendent de l'éducation, et je recommande à 100% d'acheter des livres, d'acheter des formations de personnes crédibles qui ont fait leurs preuves et voilà, qui sont reconnues par leur pairs notamment, par exemple, ou par leur audience. De façon importante, investis là-dedans, c'est beaucoup mieux que d'aller mettre la thune dans une putain de table en boîte de nuit ou même dans la bourse, je pense, en fonction de ta situation. La grande majorité des personnes, à mon avis, qui écoutent ce podcast, ont meilleur temps de commencer par investir en elles-mêmes plutôt que d'investir dans la bourse ou
ou même dans les cryptos. Ça payera beaucoup plus de dividendes, beaucoup plus d'intérêts cumulés à long terme que de vouloir chercher le get rich quick, devenir riche rapidement en suivant la dernière méthode à la mode qui enrichit la plupart du temps, surtout et parfois uniquement, la personne qui vend cette méthode concrètement. Donc voilà, code EricFlag sur myprotein.fr si tu veux des compléments alimentaires. Ça fait 12 ans que je les mange moi-même et je les mange toujours aujourd'hui, j'en suis satisfait. Ça soutient également mon travail. Merci beaucoup pour ton temps, ton attention, d'avoir décidé d'investir cela en moi lors de cet épisode de podcast aujourd'hui. J'apprécie énormément. Moi, ça me fait très plaisir de faire ces podcasts. Je suis super content de voir que quelqu'un trouve que ça vaut la peine d'être écouté. C'est vraiment très stylé. Merci énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode parce que j'espère tenir la cadence. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.